dans le cadre des Journées de la culture à la gare, on présente un événement spécial. C'est M. Paul Trépanier. Bonjour. Bonjour. On parle d'histoire, je crois. On parle d'histoire, on parle d'urbanisme, on parle de patrimoine, on parle de culture, c'est les Journées de la culture, et puis je pense qu'on peut parler d'identité puis de fierté pour la ville de Témiscamingue. M. Trépanier, lui, qu'est-ce qu'il fait comme métier? Moi, je suis historien d'architecture, donc je suis consultant dans le domaine du patrimoine, et ça fait plusieurs années que un de mes sujets de recherche, un de mes peut-être un sujet qui me passionne le plus, est la ville de Témiscamingue, que j'avais eu l'occasion d'étudier dans le cadre d'une exposition il y a quelques années au Centre canadien d'architecture. Et ça avait été, je pense, le début d'une belle aventure de recherche et de connaissances et de diffusion de connaissances d'un patrimoine du Témiscamingue et d'un patrimoine qui a une valeur nationale et même à certains égards internationale. C'est peut-être ce qui fait que le sujet est si intéressant de parler de Témiscamingue comme cité-jardin. Parce que c'est une particularité. Oui, tout à fait. C'est une des plus belles applications d'un concept qui était très, très utopiste à l'époque, de faire une ville parfaite. Une ville de toutes pièces, créer quelque chose qui sera un milieu de vie, un milieu de travail, harmonieux, efficace, beau. Et presque vert. Aujourd'hui, on dirait un peu avec des idéaux très, très grands, même si c'était dans un contexte d'industrialisation, de révolution industrielle, où on parle de pollution, on était une période en 1900 où on était confronté à ça, c'est-à-dire on veut du progrès, mais il y a de la pollution, l'environnement, le mode de vie. Comment peut-on concilier industrie et mode de vie? Et c'est là que des théoriciens ont mis sur pied cette idée-là d'une cité-jardin, de dire où les travailleurs auraient un cadre de vie enviable et un cadre de travail aussi. Et au Canada, c'est peut-être une des plus belles applications, une des premières qu'on a fait, c'est la ville de Témiscamingue, là, à partir du tout début, donc 1917, jusqu'à à peu près en 1940, la ville a atteint à peu près l'idéal qu'on avait fixé d'à peu près 500 habitations. Donc, c'est un peu cette histoire-là que je vais évoquer avec les gens. Donc, c'est une recherche qui n'a pas duré seulement une semaine. Ah non, à l'époque, c'était plusieurs mois, même après ça. Je pense que c'est au fil des années que de nouvelles informations et on a pu échanger avec d'autres chercheurs pour donner vraiment la portée, d'être capable de comparer avec d'autres villes. Il n'y a pas de ville qui se compare à Témiscamingue, mais de voir les particularités que la ville peut offrir, parce que c'est quelque chose maintenant qui est beaucoup plus connu et que touristiquement, qui a un grand intérêt auprès des visiteurs parce que c'est un phénomène qu'ils ont remarqué et qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent voir quelle était l'expérience et qu'est-ce qu'on retrouve de particulier dans la ville ici. Un passionné de l'histoire, est-ce que ça paraît? Monsieur Trépanier, on va vous laisser, parce que les gens commencent déjà à arriver, on va vous laisser cette présentation. Merci encore. Ça me fait plaisir. Bien, ça me fait plaisir d'être ici pour partager un peu, puis d'échanger aussi avec vous en tant que citoyennes et citoyens de Témiscamingue, pour évoquer, dans le fond, les éléments qui sont les éléments d'identité, les éléments de fierté qu'on peut avoir et les éléments qui sont les plus importants à retenir sur le patrimoine important qu'est la ville de Témiscamingue. Donc, au tout début, je vais vous expliquer un peu dans quel contexte la ville a été créée, puis pourquoi, plus que bien d'autres villes au Canada, le mot cité-jardin peut être appliqué entièrement à Témiscamingue, parce que c'est un mot qui est un peu galvaudé. Beaucoup de villes voudraient se l'approprier, des villes industrielles qui ont été planifiées. Mais pour que ça soit vraiment une cité-jardin, bien c'est sûr, le nom le dit, il faut que ça soit beau. Donc, il y a des villes industrielles, parce que le côté un peu utopique et idéaliste qu'avaient les urbanistes quand ils ont voulu créer ce type de ville, que je vais vous détailler, et tout, et que
dans le fond, au Québec, on a eu des quartiers-jardins, d'une certaine façon, dans le fond, des villes industrielles qui ont une partie, en général, par exemple, si on parle de la ville de Shawinigan, la ville de Shawinigan, c'est une ville industrielle qui est née quelques années avant Témiscamingue, a été influencée par le mouvement des cités-jardins, mais dans le fond, c'est une ville qui s'est développée complètement avec la libre entreprise, d'une certaine façon. La compagnie avait un peu de juridiction, surtout sur les quartiers des patrons et tout. La ville de Grand-Mère, dans le fond, la partie qui est planifiée, c'était la partie des cadres et des hauts placés de la compagnie, et les ouvriers et le restant de la population, là, regardez, débrouillez-vous. Alors qu'ici, c'est vraiment dans l'ensemble de la collectivité qui a été planifiée et qui a été intégrée dans un art de vivre. Dans le fond, c'est la vie au complet d'une collectivité qui a été planifiée par la compagnie, mais grâce à l'aide d'urbanistes. C'est que, dans le fond, Témiscamingue, les premiers plans de la ville que les urbanistes ont commencé à tracer, c'est en 1917. Et c'est très tôt parce que les cités-jardins elles-mêmes, c'est un concept qui est né en 1898 dans un livre qui s'appelle « Tomorrow, a Peaceful Path to Real Reform ». C'est justement, ça c'est en Angleterre que ça s'est passé, M. Howard a écrit un livre parce que il se disait, c'est beau ce qui se passait, l'économie allait de façon accélérée, mais vraiment très très fort en Angleterre à cette époque-là. Tout le 19e siècle, c'est ce qu'on appelle la révolution industrielle. Donc, des usines, des villes nouvelles qui étaient créées, mais on empilait les travailleurs les uns sur les autres. C'était, dans le fond, le libre marché d'une certaine façon. Donc, des promoteurs qui construisaient toutes des maisons pareilles, là, regardez, des milles et des milles de maisons pareilles. Il y a une butte, pas de problème, les gens monteront à pied. Regarde, là, si le chemin, regarde, là, ça allait tellement vite qu'on créait des conditions de vie. Et on était très loin, dans le fond, de penser au bien des travailleurs et des gens qui auraient à vivre dans ces quartiers-là. C'est drôle parce que la comparaison des types de maisons qu'on construisait en Angleterre à ce moment-là, il dit c'est vraiment des cages à lapins qu'on construit pour les ouvriers. Là. C'est inacceptable. Et sans compter la pollution. Donc, c'était des villes très, très denses. Pas de parcs, pas de... Mais tu dis, c'est pas possible que C'est pas pour rien que Karl Marx, dans ces années-là, qui a écrit le livre « Le Capital » en disant « Regarde, là, ça n'a pas de bon sens, on s'en va dans un cul-de-sac, c'est extrême. » Et donc, cet urbaniste-là a dit « Bien, pourquoi pas de dire il y a moyen, vous ne me ferez pas à croire qu'on est presque en 1900, qu'il n'y a pas moyen de concilier les avantages de la ville et de la campagne sans les désagréments des deux. » Puis, donc, ce livre-là a tout de suite été appliqué dans quelques villes, Letchworth, Hampstead, Welwyn, tout près de Londres et tout ça. C'est sûr, il y avait eu quelques années avant quelques patrons d'entreprises plus, disons, plus, pas généreux, mais plus, qui a un sens, mettons, de charité chrétienne un peu plus développé, qui s'étaient dit, il faudrait améliorer, faire des villes un peu plus vivables. Pour les ouvriers et tout, mais c'est vraiment, on en avait eu dans les années 1888-90 quelques cas, mais vraiment, c'est vraiment, et le cas et la première, c'est Letchworth, ce qui est bien intéressant parce que c'est justement à Letchworth qui est, où on a engagé le gérant pour construire la ville, un jeune urbaniste, mais qui était qui venait d'Écosse, Thomas Adams, et c'est justement lui qui a fait le plan de la ville de Témiscamingue. Donc, il a été un des artisans de la première cité-jardin en Angleterre, Letchworth, qui ressemble beaucoup à Témiscamingue, dans le fond. Et c'est vraiment de l'application il était gérant pour construire les maisons et cette petite ville-là, qui n'était pas tellement plus grande qu'ici. Et là, par contre, il a bien réussi. Et c'est là que le gouvernement canadien, en 1909, lui a dit, regarde, là, c'est autour du Canada de construire des villes, que l'industrie commence
à s'activer, puis on a des ressources naturelles, puis on doit les transformer, tout ça. Et si tu dis, ils ont eu du flair parce qu'ils sont allés engager Thomas Adams et ils l'ont mis à la tête d'une commission canadienne, on appelait ça la commission de conservation. C'est finalement comme une commission d'urbanisme pour conseiller les entreprises, les villes qui veulent améliorer ou faire quelque chose de nouveau, puis améliorer et créer des villes qui seraient modèles d'une certaine façon, puis qui concilieraient, comme on disait, concilier les avantages de la ville et de la campagne sans les désagréments. Et c'est dans ce contexte-là qu'une des premières... Et bon, justement, une des conditions qui fait que une cité-jardin est une vraie cité-jardin, c'est que les conditions, c'est bon, maîtrise publique du foncier, c'est-à-dire qu'il faut que l'ensemble du terrain soit un seul propriétaire. C'est-à-dire, bon, dans le cas d'ici, c'est l'entreprise. Parce que si tu veux vraiment contrôler puis d'être capable de savoir, faut que tu puisses avoir la propriété, qui est justement une nature et une région agricole pas très loin. Ici, ça donnait du côté du Témiscamingue, justement, pour approvisionner en ressources, en aliments, etc. Donc, même si c'est industriel, il faut qu'il y ait de l'agriculture qui se fasse à proximité. Et bon, on ne faut pas construire trop densément. On ne commencera pas, une cité-jardin, on ne peut pas construire toutes des tours de 15 étages, une à côté de l'autre. Il faut garder une densité moyenne, ce qui est le cas ici, et qui est justement toute une série d'équipements publics. Bon, donc on tienne compte justement de parcs, de commerces, de culture, de transport, et aussi qu'on planifie comme il faut l'économie, tout le commerce et tout ce qu'il y aura d'activité économique. Il faut que ça soit bien intégré dans l'ensemble de la collectivité. Et en Angleterre, on disait que, bon, une cité-jardin, l'idéal, c'est à peu près 30 000. C'est sûr, dans un contexte en Angleterre où il y a des millions de populations, 30 000, c'est minuscule. Dans un contexte canadien, 30 000, c'est très gros. La ville ici était, quand on considérait, ça pourrait être une ville de 10 000, 15 000, ce qui était quand même, à l'époque, là, ça pouvait être à peu près l'ordre de grandeur. Donc, on était réaliste et on tenait à ce que la ville soit pas trop grosse, mais puisse se développer, mais en restant une échelle humaine. Et donc, ce qui est intéressant de regarder, c'est toutes les conditions. Parce que si la compagnie Riordan, quand c'est elle qui a pris l'initiative de construire la ville, parce c'était l'entreprise qui était le leader au Canada pour la Rayonne, qui avait la licence, le brevet de fabriquer de la Rayonne, la soie artificielle, donc le brevet d'usine de pâte à sulfite. Donc, c'est eux qui avaient un peu cette exclusivité-là. Ils avaient déjà une usine en Ontario mais voyant qu'il y aurait une très grande demande pour la pâte de cellulose et la Rayonne, donc de dire, on doit, si on veut satisfaire les besoins mondiaux, parce que c'était ça, de dire, regarde, on voulait être le leader mondial, on n'a pas le choix de construire une nouvelle usine. Et c'est drôle parce qu'on est pendant la Première Guerre mondiale, dans les années entre 1914 et 1917, le moment que la compagnie Riordan décide de dire on a besoin de se construire une grosse usine, mais on se dit on va la construire proche des ressources. Tu sais. C'est un point de vue très actuel. Aujourd'hui, on parle de dire, bon, on veut consommer des légumes qui sont proches, on veut transformer localement, on veut acheter local, on veut, tu sais, il me semble que c'est fini de dire de transporter les ressources naturelles pendant, 6 heures de route, là, tu sais, de dire, on veut se rapprocher, puis on dit, garde, on perd bien du temps en transport, puis en pollution, puis en route, etc. Il y avait une volonté d'efficacité de dire, regarde, on peut tout faire, allons où on aura toutes les ressources. Bon, on avait besoin de bois, évidemment. Donc, évidemment, on est dans une région forestière, donc sans problème. On avait besoin de beaucoup d'eau, évidemment,
pour produire de l'électricité, pour faire fonctionner un moulin puis pour alimenter une ville. On avait besoin de minéraux, c'est-à-dire d'acides pour les procédés chimiques de l'usine. On savait qu'on pouvait... Et donc, on savait que, au Témiscamingue, on pouvait trouver ça. On a hésité longtemps. On savait qu'on avait tout ça autour du lac Témiscamingue et on savait qu'il y avait déjà le chemin de fer. Donc, on peut produire, puis on peut amener le monde, puis surtout sortir la production. Ils ont hésité longtemps pas tant de temps, mais ils ont hésité entre Haileybury et ici. Parce qu'il faut dire qu'il y avait quand même un petit hameau ici. C'était Lumsden Mills, tout près d'ici. Et il y avait où il y avait un moulin-ci, où il y avait un petit barrage, où il y avait quand même une petite collectivité, toute petite, mais il y avait quand même un petit noyau. Et de l'autre côté, il y avait le terminal du train, le terminus qui était le long du lac, à peu près dans le coin du White Oaks. Donc, il y avait, et avec déjà une petite la chapelle que des gens se rappellent, justement, la première chapelle des Oblats qui était à côté de l'usine, et tout ça. Et c'est pas un hasard parce que un des premiers bâtiments qui avait été construit ici, c'est justement les Oblats ont construit la petite chapelle, tu sais, pas très loin de l'eau, juste assez, tu sais, un terrain assez planche et tout. Je comprends, c'est le terrain le plus intéressant. Dans le fond, c'est là que la ville aurait dû être construite, parce que, regarde, où est l'usine, tu sais, juste une petite pente suffisante, près de l'eau et tout, facile, faire des rues toutes pareilles et tout. Sauf que c'est là que la ville aurait dû être construite. Et c'est pas un hasard que si les Oblats ont construit la chapelle là, parce qu'ils s'étaient dit, beau spot, s'il y a de l'avenir ici, l'église sera en plein milieu sauf qu'ils ne s'attendaient pas quelques années après, ce soit une usine qui soit à côté et tout. Mais quand le choix de la ville a été fait, ils ont dit non, c'est l'usine qu'on doit mettre là parce que l'usine, elle a besoin, elle, justement, d'un grand terrain, juste en pente suffisante, pas trop, parce que vous savez comment l'usine est faite. La partie supérieure de l'usine, ça va par gravité, donc c'est plus haut. Donc, donc ils n'avaient pas le choix, tu sais, tout le monde convoitait le plus beau spot. Donc, en mettant l'usine là, parce que là, ils se sont bien rendus compte qu'ils ne pouvaient pas construire l'usine à Lumsden, ils ne pouvaient pas construire à Thorne. L'endroit idéal était à proximité de la chapelle. Mais donc, ils ont dit, bien là, quand même, on n'est pas pour construire ce qui restait comme espace pour construire la ville. Donc, c'était la montagne, le flanc de la montagne. Mais c'est quelque chose, tu sais, aujourd'hui, on n'a pas peur des bulldozers, puis on est capable de dynamiter et tout ça. Mais là, regarde, un flanc de montagne, là, tu sais, ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Surtout qu'on est habitué, les villes, là, tu sais, quadrillées comme ça, tu sais, à angle droit. Ça veut dire que, regarde, là, tu sais, hey, là, ça n'a pas de bon sens, tu sais, ça va être tu sais, les gens vont passer le temps à monter. Tu sais, c'est impossible. C'est impossible de construire une ville. Qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est là qu'ils ont été au courant qu'il y avait un expert à Ottawa qui était là pour dire non, il y a moyen de faire quelque chose, sauf qu'il faut, oublier les façons de faire actuelles, de dire vos belles rues à angle droit que vous êtes habitués, là. C'est pas ça. Il y a possibilité d'installer la ville là, mais il va falloir dessiner, c'est un défi à relever. Et en même temps, il s'est dit, il y a des avantages à retirer de ça. C'est un site, ça a l'air impossible à construire. Mais non, il y a possibilité parce que, bon, c'est du bon côté aussi. C'est du côté ouest, donc les vents. T'sais, ils n'auraient pas pu construire la ville de l'autre côté. Les vents dominants viennent de ce côté-là. Regarde, les fumées de l'usine. Il faut que ça soit ce côté-là. On va manœuvrer, on va trouver façon de faire et tout. Et c'est là que, en disant, bon, comme on est sur un versant de montagne, donc il faut que les rues soient dans le sens, justement, longe la pente et non pas la traverse à angle. Et quand on a à monter la pente, qu'on la mette de biais pour que l'angle soit le moins élevé possible, pour faciliter, parce qu'il faut penser quand même, il y avait quand même, les automobiles existaient, mais c'est les piétons aussi, les chevaux, tu sais, et qui était l'épine dorsale de toute la conception de la ville elle-même, c'était
les conduites d'eau, les conduites forcées, le pipeline, les pipes, qui étaient, et pour lesquels on n'avait pas le choix de faire traverser entièrement le long de la ville, parce que les prises d'eau étaient à Lumsden, le barrage donc était là, la centrale en bas, donc on n'a pas le choix de le faire passer là, mais on va en tenir compte et on va l'intégrer au paysage et tout ça. Donc, et on a construit à ce moment-là, c'est là que le plan de la ville, c'est le plan qui est né pour la ville. Vous remarquerez que c'est pas tout à fait ce qui a été réalisé. Dans le fond, on n'en a réalisé que la moitié droite, d'une certaine façon. L'autre moitié, on a adapté ce plan-là, mais c'est finalement le concept de base de la ville qui est là, qui est drôle parce que ça fait quelque chose de tout à fait symétrique, centré. C'est comme, ça a presque la forme d'un cœur, un cœur renversé. Donc, et qui tient compte justement du passage du pipeline et avec l'aménagement au centre de tous les bâtiments institutionnels, donc églises, écoles, la partie et les deux zones d'habitation, donc une zone en haut et une zone en bas, avec une grande avenue. Et avec ce qui était prévu ici, en bas de l'avenue, qui est dans le boisé maintenant, dans le parc, qui seraient les résidences des patrons, les grandes résidences, mais qui ont, dans le fond, et tout le reste serait justement de l'habitation des jumelés, donc 2 maisons, des maisons triples. Mais dans un premier temps, c'était uniquement des maisons jumelées et des maisons triples. On n'aura pas de 6 maisons de maisons en rangée. Plus tard, on en a construit, mais dans l'idéal, c'était le choix et que les maisons unifamiliales, qui seraient uniquement celles des grands patrons, elles seront là, mais comme je vous disais, elles n'ont pas été... c'est drôle parce que, en général, quand on parle de capitalisme, d'entreprise et tout ça, les patrons pensent à eux en premier et tout. Alors qu'ici, et dans toutes les villes d'industrie, puis c'est ça, je vous parlais tout à l'heure de Shawinigan, de Arvida, de Grand-Mère, regarde, c'est le premier quartier qu'on construit, les grosses maisons sur le spot le plus beau et tout, tu sais, puis alors qu'ici, on a dit, ben non, c'est les ouvriers d'abord, et dans le fond, et c'est longtemps après qu'on a commencé à construire des maisons individuelles. Donc, c'est tout ça, c'est tous ces éléments-là qui font que, mais mon Dieu, comment ça se fait ici que c'est pas comme ailleurs et que les décisions qui ont été prises ont toujours été tout à fait originales. À ce moment-là, avec l'urbaniste qui est allé voir des architectes de Montréal, Ross et McDonald, 2 architectes qui avaient à peu près la même vision que M. Adams, l'urbaniste, pour les maisons, en disant que ne faut pas que les maisons soient répétitives, il faut qu'il y ait une variété. Et il est allé chercher, selon lui, le bureau d'architectes qui avait le plus cette sensibilité pour dire, regarde, créer des maisons qui seront fonctionnelles, qui seront intéressantes et que les gens n'auront pas... et personne n'aura l'impression d'habiter dans la même maison que les voisins. Dans l'histoire des villes industrielles, bon, les cités-jardins, c'était un peu ça, de créer des affaires qui n'ont jamais été faites. Et vous remarquerez, c'est le premier modèle de maison qui a été fait. Ça, c'est les 5 maisons blanches qui sont juste en face du cénotaphe. Ça, c'est les premiers jumelés qui ont été faits ils sont toutes une reculée par rapport à l'autre. Il y en avait 5 et tout. Ça, c'est la première tentative qui a été faite, mais après ça est né le modèle de maison qu'on reconnaît bien. C'est un jumelé où là, dans le fond, ce qui est incroyable, c'est que pour toutes ces maisons-là ont pratiquement le même plan, c'est-à-dire l'organisation intérieure, il est pareil ou encore inversé. Évidemment, que la porte soit à gauche, que la porte soit à droite, là, et tout.
Mais c'est le défi qu'a dit à l'architecte de dire, OK, tout le monde va habiter de la même façon, tout le monde, c'est parce qu'il y avait différentes catégories des logements à 2 pièces, à 4 pièces, à 5 pièces, à 6 pièces, selon évidemment les besoins de différentes familles. Mais, par exemple, pour les maisons, la maison de l'ouvrier semi-spécialisé, bon, comme ce type de jumelé-là, le plan est identique, mais tout peut varier. Elle peut être moitié en briques, moitié en stuc, tout en briques, un toit à 4 versants, un toit à 2 versants, un toit français ou grande fenêtre, petite fenêtre avec une galerie. Ah, elle va avoir plutôt un salarium, plutôt de galerie des moustiquaires parce qu'elle est orientée sud. Elle, ça va être un moustiquaire. L'autre avait... C'est qu'on a fait un plan, ensuite quelques variantes de modèles, à partir du plan pareil. Bon, celle-là, c'est des maisons qui s'habitent exactement pareil, mais bon, pignon, pas de pignon, etc. Et en disant, mais là, il faut trouver un entrepreneur qui va nous faire des maisons pour être sûr qu'il n'y en a pas deux pareils. Donc, ils ont engagé une grosse compagnie américaine, la compagnie Fowler, George Fowler, qui construisait justement des usines. Là, eux, ils en avaient vu d'autres, là, puis ils arrivaient avec leur personnel et tout ça, en leur disant, ça doit être toi l'entrepreneur, mais là, regarde, sur le chantier, là, c'est toi qui t'assures qu'à partir des plans, évidemment, quand il y a une maison comme ça, on s'arrange pour que la voisine soit avec un toit différent, qu'on voit tout à fait la différence avec la voisine. Et s'il y en a une qui est presque semblable, un peu plus loin, bien là, regarde, tu changes la fenêtre, tu changes la galerie. Donc, c'est en cours de construction que là, on vous avoue, oui, c'est vrai, comme je vous disais, l'exemple que je vous disais tantôt, regarde, ça va être un moustiquaire plutôt qu'une véranda fermée avec des vitres, parce qu'elle est en plein sud, elle est protégée du vent, etc., etc., et on peut mettre l'escalier de la galerie à gauche plutôt qu'à droite et tout ça. Donc, c'est rare qu'on donne à l'entrepreneur une liberté. Ça aurait été tellement plus simple de dire, regarde, voilà les plans, puis tu appliques ça à la lettre. Ben non, parce que quand on regarde les plans, parce qu'on a tous les plans des maisons, tout a été conservé, c'était à la municipalité maintenant, tu dis, il n'y a aucune maison qui est finalement fidèle au plan. Au plan, oui, mais au modèle et à tout ça, elle a une particularité toujours. Tu dis, c'est un beau jeu. Et ils savaient qu'ils faisaient quelque chose. Je pense que s'ils se sont donné la peine de faire ça, puis ça coûte quand même plus cher que faire tout du pareil, là. Mais en se disant, on veut faire quelque chose qui fait que les gens auront de quoi être fiers et ils seront bien, ils seront heureux dans ces maisons-là. C'est dans le mode de vie qu'un ouvrier qui travaille fort, puis qui est loin de sa famille parce que tout le monde vient de l'extérieur. On fait venir des travailleurs de partout. C'était quand même des centaines de travailleurs qu'on avait besoin. Donc, il faut lui donner une maison confortable qui sera dans un cadre de vie confortable, où il pourra être heureux, où il y aura des bonnes écoles, il y aura des services, il y aura la nature proche, il y aura tout ce qu'il faut. Tu dis, ouais, on a mis énormément d'énergie. Ça, juste pour vous donner une idée de la manière d'habiter. Donc, des maisons jumelées comme ça, et les maisons triples, les 3 maisons qui sont typiques, on va en parler un peu après, qui sont typiques de Témiscamingue. Ça. De toutes les villes industrielles, c'est vraiment ici où on a choisi comme la maison qui serait un peu l'identité, qui serait originale à Témiscamingue, une maison triple. Donc, mais pour les jumelés, les maisons, ce qui est, quand on est un peu vu de loin, là, ça peut passer pour une maison unifamiliale, une belle maison d'un boss, là, regarde, là, parce que il y a un grand toit de galerie comme ça, puis bon, oups, l'entrée est en dessous de la galerie et tout ça, il pourrait y avoir juste une porte. Ben non, il y en a 2 portes, là, tu sais, c'est 2 logements, mais les maisons, et pour les maisons triples, c'est justement ça, la manière dont elles sont aménagées, vous le savez tous, les maisons triples, les maisons de chaque côté, les portes sont sur le côté, puis presque cachées et tout. Ça donne l'allure d'une grosse maison bourgeoise. Tu sais, l'art de se donner pas des illusions, mais de dire, ben là, regarde, mais on avait cette volonté-là, puis bon, on a créé comme cette maison-là qui est ça c'est sur la rue Kitchen, il me semble, avec des lucarnes, ça, on appelle ça des eyebrow dormers, des lucarnes en forme de sourcils.
des fois même c'est rond complètement, là. Et ça, c'est la glace pogne là-dedans l'hiver, là. Et que quand ils ont construit les maisons, là, le premier hiver, c'était épouvantable. On a des photos où on voit la glace, c'est qu'ils ne s'étaient pas rendu compte que, tu sais, une belle toiture découpée de même avec une noue et avec du découpage de même, là, s'il n'y a pas de ventilation, s'il n'y a pas d'isolation dans le grenier, ou il y a de la circulation d'air dans l'entretoit, comme aujourd'hui, n'importe qui construit un toit, tu sais qu'il faut que tu aies l'isolant puis une circulation d'air, là. Sinon, ça fait de la glace, puis la glace reste là, l'eau se ramasse, puis le toit coule. T'sais. Donc, le premier hiver, c'est drôle parce qu'on dit on est des périodes où il fait chaud présentement. Les premières années de Témiscamingue, il a fait très froid. T'sais, pendant les années où ils ont construit, puis les premiers hivers, là, puis c'est drôle parce que mon père disait ça, moi, quand j'étais petit gars, il dit on a eu des hivers épouvantables au début des années 20 et tout. Bien là, regarde, on met à l'épreuve les maisons parce que le premier hiver, il s'est fait de la glace. Sur cette maison-là, justement, on voit, quand on agrandit comme il faut la photo est prise à l'été, puis on voit que les bardeaux d'asphalte ont été tellement maganés par la glace, là, et que c'est là que la compagnie s'est rendue compte qu'il faut systématiser. Là, ils ont isolé les entretoits. Et ils ont dit on n'a pas le choix là, de voir à ce que la circulation d'air dans les avances des toits et tout ça. On a gardé les toits, mais on est obligé de systématiser. Ça, il n'avait pas pensé à ça. Il avait planifié bien des choses, mais ça, il n'avait pas pensé. Mais ça, c'était... Mais c'est sûr que l'architecte est très fier de ce dessin-là, mais bon, il n'a pas pensé à des moins 40 d'hiver dans la région ici. Le logement du centre, dont la porte est au centre. Puis les portes des côtés, il faut que tu la trouves. Hein? Ça pourrait être, tu sais, l'urbaniste, quand il a planifié les maisons triples, parce que les maisons triples, ils sont dans tous les carrefours, effectivement, là où est la Fontaine, où est le Puy de Venise, et même aussi dans les faces derrière le cénotaphe, justement, là, au bout d'une rue. Donc, c'était pour... bon, ça donnait des belles perspectives de rue, d'avoir une maison, parce qu'une maison, les maisons triples, il y en a plusieurs qui sont en forme de V, comme ça, il y en a qui sont droites. D'ailleurs, ce qui est drôle, parce que celles qui étaient droites, au tout début, ils les ont pas séparées en trois, ils les ont laissées ouvertes pour servir de maison de pension pendant les premières années. T'sais, ils ont laissé la circulation, parce que là, ça faisait comme des petits hôtels. Mais les maisons, justement, qui sont comme en V, c'était une des raisons, c'est que ça permettait de camoufler assez bien des ruelles ou de la circulation par l'arrière. C'était un peu c'est comme ça faisait comme ça cache bien s'il y a de la circulation où on a une ruelle aménagée en arrière et que ça s'intégrait très très bien dans un plan de ville, surtout où les rues tournent et à flanc de montagne. C'était vraiment très une volonté là, de faire quelque chose de bien adapté à ici. Et bon, ça, c'est vraiment la première génération de maisons. Là, on arrive et le modèle de maison triple, il a été beaucoup plus loin. Parce que je vous parlais de la première phase. Là, c'est les premières maisons construites entre 1918 et 1921. Donc, la première génération de maisons, on est ici en bas, puis on est aussi juste en haut, à flanc de montagne, là, vis-à-vis l'église. Exactement. Et quand on a commencé un peu plus tard, à partir de 25, à développer un petit peu plus haut les autres maisons, là, c'est un autre bureau d'architecte qui est arrivé. Et là, on a, et qui a, lui, poussé encore aussi loin les expérimentations de maisons triples. Ici, bon, une maison par coin, puis celle-là, on voit très bien que c'est une maison triple, mais ça fait comme un petit château. Et celle-là qui est une des plus exceptionnelles parce que non seulement la maison est triple, mais la maison est sur une pente quand même, et un coin en pente. Donc, là, mais vraiment, là, cette maison-là ne peut pas être unique là, parce qu'elle peut pas, elle a été exactement dessinée pour être à cet emplacement-là, puis qu'elle soit belle de tous les points de vue qu'on soit, parce que c'est à peu près en face de l'école catholique qui était là à ce moment-là, puis qu'on était de partout. Donc, c'est incroyable, en tout cas, les architectes à qui on a commandé ça, je pense qu'ils ont eu du fun parce qu'ils ont travaillé et que c'est drôle parce que sur ces photos-là, c'est des photos prises par l'architecte lui-même, parce que là, c'est M. Somerville de Toronto qui a dessiné ces maisons-là dans le bas. Puis, tu sais, on a même les notes en arrière de dire « Ah, regarde,
regarde, c'est beau, là, tu sais. Et justement, cette maison-là dont je vous parle, c'est celle qui est ici, juste au coin. Et là, c'est quelque chose d'assez incroyable. À la fin des années 20, quand on a construit ce secteur-là, regarde, on est juste en face de l'ancienne école qui avait été démolie, l'ancien couvent. Donc, et c'est là qu'on a développé ce qui a appelé le layout block. C'est-à-dire qu'on a voulu faire une expérimentation en urbanisme en disant, bon, OK, les maisons sont toutes là, puis qu'est-ce qu'on fait avec l'intérieur de la cour? Et c'est là qu'on a décidé que chaque maison il y aurait de la place pour un jardin, des jardins, qui ont des potagers et tout ça. Il y aurait... c'est drôle parce qu'on ne pensait pas à cette époque-là, les garages, on ne pensait pas qu'un jour les ouvriers auraient tous des autos, tu sais. Bon. Donc, tout l'intérieur de la cour était pensé justement pour que tout le monde ait sa petite parcelle de jardin qui est, mettons, ça pourrait être un terrain de tennis ou de badminton pour les jeux. Donc, ça serait une aire de jeu pour tous les enfants, puis que les enfants n'aient pas joué dans la rue. Nous, je pense qu'on a trouvé une façon que nos enfants ne se fassent pas frapper par les autos. Tu sais, les enfants, les mères sont là, puis que par la porte de la cuisine, ils voient les enfants jouer dans la cour, et que la circulation automobile, garde, si, bon, évidemment, il y a des autos qui doivent passer, ou un camion de vidange, ou quoi que ce soit, garde, il y a uniquement deux voies où ils arrivent et tout ça, puis que il y a en tout cas une préoccupation de sécurité pour les enfants. Donc, bon, c'est quelque chose qui est un peu idéal, utopiste, parce qu'à un moment donné, tout le monde a dit, ben là, regarde, moi, j'aimerais ça avoir un garage pour mon auto, ou j'aimerais ça séparer les choses, donc d'avoir mais ça, c'est le modèle, et ça, c'est quelque chose qui a fait beaucoup, beaucoup jaser, leur disant, mon Dieu, regarde, on a créé, on veut encore là créer du nouveau qu'on retrouverait nulle part ailleurs. Et ce que aussi qui est important, c'est que, bon, je vous parlais que la priorité a été mise sur l'habitation, puis que la qualité des maisons soit importante, mais la qualité a été mise aussi sur les infrastructures aussi. Puis là, on va parler de l'industrie, puis on va parler, dans le fond, là, de Témiscamingue en patrimoine. Donc, on va dire, c'est que comme patrimoine industriel, Témiscamingue, c'est très, très, très riche et très varié parce que, bon, je vous dis juste à quel point l'expérimentation qu'on a faite pour les maisons, puis évidemment, pas besoin de vous dire qu'il y avait l'eau courante, l'électricité, le chauffage, etc., ça allait de soi. Et que, bon, tout le monde ici s'en rappelle, de dire que tant que les maisons ont été propriété de la compagnie, c'est la compagnie qui entretenait, qui peinturait, puis qui voyait au confort de tout le monde. Donc, de délester les gens de ces responsabilités plates, là. D'ailleurs, ce qui fait toujours, moi, quand j'interviewais les personnes très âgées à l'époque, tu sais, de dire que c'était la farce qui faisait toujours. Quand tu vis à Témiscamingue, tu n'as même pas besoin d'avoir de tournevis, tu sais, chez vous, tu n'as pas de coffre à outils, tu sais. Mais c'est comme à dire, parce que, oui, il y a une poignée de porte, quelqu'un va venir et tout. Mais, bon, donc le soin aux maisons, mais aussi des infrastructures publiques. Ça, ça c'est le premier bâtiment, la pump house. Pump house, donc le premier bâtiment des infrastructures de l'eau pour des conduites d'eau, donc la maison des pompes, et qui est attenante qui est devenue aussi la station de feu attenante à l'époque, donc sur le chemin Kipawa. Évidemment, les questions d'infrastructure, c'est aussi tous ces trottoirs et ces passerelles qui passaient par-dessus les tuyaux. Et ce que ici je voulais faire remarquer, quelque chose c'est la première état de l'église Sainte-Thérèse quand elle a été construite, parce que pendant les 30, 29, mais jusqu'en 57, il y avait juste un petit clocheton comme ça sur le toit. La tour, clocher, n'était pas construit à côté. Et ça, c'est bien intriguant. Dans le fond, c'est que quand on regarde l'église, tantôt on verra d'autres photos, petit clocher tout petit, tu sais, elle se distinguait très, très peu dans le paysage, ce qui est très peu habituel pour une paroisse catholique. Tu sais, le clocher d'église, normalement, c'est très évident. Et ça a été une volonté des paroissiens de Témiscamingue dans les années 50, parce que je pense que c'est en 57 que la tour a été construite, 57 ou 59, a été reconstruite, puis c'est un architecte de Pembroke qui a conçu ça, puis c'est très beau,
de dire, regarde, on veut que notre église soit la plus haute. Parce que dans le fond, les petits clochetons, le clocheton était quand même plus élevé parce que l'église Saint-Paul et les autres églises protestantes avaient des petits clochers tout petits, tu sais, mais celui-là était à peine plus élevé. Donc, ça, c'était un élément qui était... Et là-dessus, l'architecte, c'était très, très clair que M. Adams, dans son plan, de dire, OK, il faut mettre l'Église catholique au sommet de la ville, pas juste parce qu'il savait que la majorité de la population serait catholique, pour dire que il dit, ben c'est qu'on leur a enlevé le site de leur église qui était le plus beau site à la place de l'usine. On leur doit bien d'avoir le plus beau spot en haut, sauf qu'il y a même tout petit clocher par-dessus. Et que, quand on regarde comme il faut, M. Adams, il était presbytérien, c'est un Écossais. Donc, sur son plan, il avait mis l'église presbytérienne vraiment, avec un petit clocher, mais vraiment au plein milieu de la ville, qui donnait juste sur la rue Thorne. Mais vraiment, là, même si elle était petite, on ne l'aurait pas manqué pantoute. On l'aurait vu avant de voir l'Église catholique, tu sais. Donc, tu dis, ben pourquoi ils l'ont mis? Ben regarde, c'est ça, tu sais, il s'est fait ce plaisir-là, tu sais. Mais, 20 ans plus tard, bon, on a construit un grand clocher à l'Église Sainte-Thérèse. Parce que quand on regarde le côté de l'Église Sainte-Thérèse, ça pourrait passer pour une maison, une belle maison. C'est très, très proche de l'architecture des maisons. Puis, il y avait le beau presbytère en arrière aussi. Donc, il y avait vraiment de faire une église qui ne ressemble pas tant à une église, mais qui s'harmonise avec les maisons autour, avec un tout petit clocheton. Et ça, je voulais vous montrer, ça, c'est pour se remonter le moral, pour dire, bon, regarde, ça, c'est le barrage de Lumsden avant que Hydro-Québec... Ça, c'est une photo que j'ai prise il y a à peu près une vingtaine d'années. C'était décrépit et tout ça. Puis bon, avec la rénovation qu'Hydro a faite, l'éclairage et tout ça, c'est magnifique. Donc, c'est bon pour le moral quand on voit que les choses ont évolué du bon sens. Pour la centrale, bien là, c'est pas mal plus triste, tu sais, parce que le temps passe et ça s'endommage, mais c'est dire que c'est un bâtiment qui est d'une solidité incroyable, d'être en partie abandonné, d'être en partie brûlé, puis tout ça, puis que ça t'offre, là, c'est la même chose pour le 4B, le bâtiment de mise en charge, en haut, là, il faut que ça soit fait solide pour... et tout ça. Mais c'est pour faire aussi, vous montrer un panorama de dire que la variété des infrastructures et des bâtiments, il y a eu du monde sur la table à dessin pendant, et ça s'est fait vite, ils ont été obligés de faire dessiner ça pendant quelques mois, tu dis, c'est des centaines de personnes qui ont eu à juste dessiner l'usine. Quand j'ai vu les plans en mode l'usine, là, c'est un grand ingénieur de New York, là, puis qui a travaillé avec l'architecte de Montréal et tout ça, M. Pringle. Mais tu dis, des centaines de personnes qui ont travaillé pour ça, pour faire les plans des égouts, pour faire les plans du barrage, les plans de la centrale, tout ce qu'une ville a besoin d'avoir, les écoles, bon, on voit ici tout le complexe industriel et tout. Et l'élément que, bon, ça, on retrouve ça dans toutes les villes industrielles. Bon, les villes industrielles ont toujours une communauté francophone, une communauté anglophone, donc des institutions doubles, tu sais, pour protestants, pour les catholiques. Il y a toujours plusieurs lieux de culte. Il faut toujours un hôtel pour recevoir les invités de la compagnie. Bon, ici, on avait la chance, c'est un des seuls bâtiments qui existait à côté de la gare, c'était le Bellevue House, qui est devenu le White House. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure la première photo de l'hôtel avec la tour, qui a été agrandie par la CIP ensuite, par la Euroden, ensuite par la CIP, puis qui est devenu le White House. Et donc, ça, il y a toujours un hôtel pour recevoir les invités et même des travailleurs ou des gens qui auraient à venir pour leur travail là, temporairement. On a toujours besoin évidemment, d'une salle de cinéma. On a besoin d'un aréna, des infrastructures de loisirs, des différents lieux de culte. Ça, on retrouve ça dans toutes les villes industrielles et les villes planifiées par les compagnies. Mais les œuvres d'art, ça, c'est des œuvres d'art qui sont aussi présentes au centre, qu'on soit n'importe où, qu'on traverse la ville, on ne peut pas faire autrement. Non seulement on en voit une et deux, et de mettre au cœur de la ville, puis Dieu sait qu'on est au centre, avec la fontaine et le puits,
Ça, là, c'est un geste très fort que M. Thorne a eu en disant « Ma ville, je suis fier de la ville dont j'ai été un des artisans », mais de dire qu'il va y avoir des œuvres d'art exceptionnelles et que les gens vont avoir la beauté dans leur vie, de la beauté internationale. Là, Et ça, regarde, on le trouve pas ailleurs, d'avoir autant. Puis quand on sait que ça, c'est ce qui est visible, mais bon, il y avait d'autres œuvres dans la municipalité, on en avait donné à la municipalité en possède encore, il y a d'autres sculptures, puis c'était une idée de départ qui était le début de dire, regarde, l'art va faire partie de la vie des gens de la ville ici. Et ça, c'est pas pour rien que pendant, puis même encore aujourd'hui, on veut donner une image symbolique, une image qui représente bien la ville. Ça va être la fontaine avec les maisons puis les fleurs et c'est ça qui est au cœur de l'identité. Arrive le Bellevue House, là, qui est ensuite a été agrandi avec le premier White Oaks, ici, qui a brûlé à peu près en 25, puis qui a été remplacé par l'actuel. Et là, c'était pour de parler de choses qui ont disparu. Bon, évidemment, ça, c'est les premiers hôtels qui étaient en bas. Et ça, c'est une des très, très, très belles photos qui a été prise des grandes conduites forcées avec la grande passerelle qui traversait. La photo est magnifique. C'était pris par le photo du ministère, du photographe du gouvernement du Québec qui faisait des photos pour les guides touristiques et tout ça. La photo est extraordinaire, les couleurs et tout, tu sais. Sauf que dans la réalité, c'était beaucoup plus ça, tu sais, d'avoir les tuyaux. C'était pas, ça loin d'être idéal. Ça, c'est au moment où on est en train de les démanteler. Et tout. Donc, la réalité, puis ça, c'est la réalité un peu embellie. Puis quand je parlais de choses qui ont disparu, puis qui est important de se rappeler, c'est justement tous les vestiges qui restent, parce qu'il ne veut pas, il y a eu des changements. Le fait, par exemple, quand on a enlevé les conduites forcées, donc on a cessé à ce moment-là d'utiliser, de faire fonctionner la centrale. Donc à ce moment-là, c'est les vestiges qu'on retrouve sur la rue Thorne. C'était les piliers du viaduc. Parce que sur Thorne, pour circuler, il fallait passer en dessous, alors qu'ailleurs, il fallait passer par-dessus. C'était l'endroit où c'était un viaduc qu'on avait. Il reste encore les vestiges. Et en plein milieu du parc, on voit justement ce qui était l'ancrage de la tour d'équilibre, qui était la Surge Tank, qui était en plein milieu. Ça, c'était vraiment très, très visible de partout, ça, Témiscamingue, parce que c'était à mi-chemin entre le Fort Bay et la centrale. Et donc, on a des photos, on a la chance d'avoir des qualités, on a des photos de toutes les étapes de construction de la moindre partie de la ville ici. Donc ça, on a regardé en construction, une fois réalisé, et maintenant, ce qui en reste maintenant aujourd'hui. Donc, c'est toute une série de vestiges qui sont bien, bien intrigants quand on se promène dans le parc et qu'il y a des affaires bien intéressantes à montrer aux gens. Regarde, là, c'était tellement solide, regarde, c'est encore là, ça n'a pas bougé là, entre l'époque, voilà à quoi ça servait. Puis si tu regardes comme il faut, on est à mi-chemin entre telle place, puis regarde, c'est comme ça que c'était fait. Donc, il y a beaucoup de... Parmi les éléments qui ont disparu, il en reste des vestiges, donc il est important de se rappeler. Et que, puis je pense que c'est la volonté de la collectivité de partager ça avec les autres et d'interpréter ça. Et aussi, puis là, de faire comprendre justement quelle était cette logique-là pourquoi il y avait une conduite forcée qui était plus grosse que l'autre, parce qu'effectivement, elle approvisionnait plus de turbines à la centrale, et que aussi, en même temps, c'est important de voir que non seulement il y avait les deux pipelines, mais il y a le troisième qui existe encore, qui s'en va vers Tembec, donc qui est encore une partie qui est un vestige de ça, et c'est une technologie complètement exceptionnelle, en bois, des tuyaux en bois. C'est un art, c'est magnifique tellement c'est fait, c'est une maîtrise le bois peut être étanche, puis quand c'est bien conçu, bien découpé, et tout ça, c'est un savoir-faire incroyable là, qu'on avait ici, là, puis qu'on peut expliquer, puis qui est intéressant à expliquer aux gens, et aussi tout
tout simplement d'expliquer, bon, à cause de ça, où étaient les endroits où on pouvait traverser, parce que, regarde, on ne pouvait pas traverser partout, ça bloquait la circulation entre le haut de la ville et le bas de la ville. Cette photo-là est intéressante parce que on est tout juste à côté de l'épicerie. C'était la maison où restait le maire Grimmer. Donc, même le maire vivait dans un jumelé, il n'y a pas de maison, une maison individuelle pour lui. Et ça, c'est une carte postale qui a été éditée dans les années 30. Et c'est marqué Témiscamingue de Flower Town. Et ça, puis regarde la photo de la maison du Mapon, on voit effectivement les plates-bandes, puis les fleurs étaient absolument extraordinaires devant cette maison-là et tout. Bien, il y en avait à peu près. Et et on le sait que c'est justement le maire Grimmer qui a été là pendant les 25 premières années de la ville, qui avait dit c'est important les gens ont des loisirs quand même là et tout, puis que pourquoi pas que le jardinage et que l'horticulture deviennent le sport national une des activités de loisirs et un peu notre image de marque. Puis et aussi il l'avait dit, puis ça ce qui est merveilleux parce que M. Grimmer, c'est pas un monsieur facile, ça je m'en suis rendu compte, mais il a laissé énormément de correspondances, il a écrit beaucoup, on a des très beaux témoignages, donc je le connais pas mal intimement. Et je suis à peu près sûr que c'est lui qui a fait éditer puis imprimer cette carte postale-là en disant « Témiscamingue de Flower Town », pour dire, regarde, quand les gens vont le voir écrit imprimé sur une carte postale, puis que je vais faire circuler, regarde, ça va peut-être leur stimuler encore plus. Puis effectivement, puis même encore aujourd'hui, regarde, les gens, c'est coquet, les terrains sont beaux et ça fait partie. Et puis, bon, Dieu sait que la municipalité fait sa part pour continuer d'entretenir, parce que les parcs, les plates-bandes et tout ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'histoire de la ville et ça fait partie du patrimoine. C'est un patrimoine vivant, un patrimoine naturel, exceptionnel, qui est une fierté, puis qu'on ne pourrait pas concevoir la ville ici sans fleurs, sans plate-bande, sans rocailles. Les rocailles, il n'y a personne qui connaissait ça au Québec à l'époque. C'était une technique de jardinage complètement nouvelle, les rocailles. Ici, il y avait de la roche. On disait, regarde, il y a moyen de faire quelque chose, puis il y a des types de plantes qui aiment ça, puis on a fait venir des botanistes. M. Grimmer était en correspondance avec des botanistes de partout dans le monde. Regarde, essaye telle plante, essaye telle autre, puis tout ça, puis mélange telle couleur avec telle autre. Tu te dis, mais voyons donc, il y avait à cœur de mettre de la beauté. Quand j'ai commencé à faire les recherches sur la ville, puis des fois, il y a ce qu'on appelle des trous de mémoire, tu sais, des craques dans le plancher, de dire comment ça fait à un moment donné que telle information s'est pas transmise jusqu'à moi. Ça, c'est les maisons sur la rue Grimmer en haut. On avait complètement oublié ça, que ces maisons-là, puis il y a un jumelé juste à côté, c'est des maisons qui ont été construites pour la Gatineau Power. La Gatineau Power, c'était la compagnie qui avait la centrale et qui était une des compagnies d'électricité importantes au Canada, la Gatineau, là, évidemment, dans l'Outaouais, ici, au Nouveau-Brunswick. Les principales centrales du Nouveau-Brunswick appartenaient à la Gatineau Power. C'est une très, très grosse compagnie, puis, et qui a été nationalisée par Hydro. Donc, le fait que quand ça a été nationalisé par Hydro en 62, on s'est passé ça avait été oublié, puis de dire que c'est les rares maisons qui n'ont pas été construites par la Riordan ou la CIP. Ça, c'est la Gatineau Power qui a construit ces maisons arrangées-là, puis le jumelé à côté. Donc, de dire, c'est vrai, il y avait une autre compagnie aussi que la CIP à l'époque, et que c'est un autre élément important. La ville de Témiscamingue a été importante dans l'histoire de l'électricité au Canada, justement, à cause de l'importance de la Gatineau Power, puis que c'est bien qu'il y a encore qu'il y a une rue qui porte le nom de Gatineau, justement, en souvenir de ça, de dire que, regarde, puis il y a eu on a construit ça pour loger leur personnel, parce qu'un barrage puis une centrale, ça exige, à l'époque, c'était pas automatisé comme maintenant, beaucoup de personnel, parce que c'est quand même 6-8 maisons. Et c'est du personnel qui a été fidèle, puis qui ont été là jusqu'à la fin, là, et ça, c'est encore des choses à ne pas oublier, mais des fois, c'est ça. Faut que ça tombe dans la craque du plancher, là, de dire qu'il y a aussi la place de ces gens-là qui travaillaient pour une compagnie hydroélectrique.
Et ça, c'est des photos déjà il y a plusieurs années de la ville. Et bon, évidemment, encore un élément tout à fait caractéristique de ces maisons dans la pente, qui était encore là un défi absolument incroyable, construire des maisons, parce que l'importance était de construire les maisons directement sur le roc pour s'assurer de la solidité des maisons. Ça faisait des footings de moins à construire si tu dégageais le roc, sauf qu'en dégageant le roc et tout ça, donc on est obligé de creuser, premièrement pour les aqueducs, pour creuser les maisons. Ce qui fait que le moindre bout de sol arabe, de terre arabe et de terre de jardin et tout ça de la ville a tout été déplacé. Il n'y a aucun sol qui est finalement à son origine. Toute la ville a été creusée, puis le sol a tout été bouleversé. On a eu, c'est tellement des grosses infrastructures, construire une ville, puis de dire justement qu'on voulait la construire solide, puis de mettre les fondations directement sur le roc. Ce qui fait qu'on n'avait pas le choix après ça, même si on avait essayé de garder quelques arbres, ça, M. Grimmer le dit dans ses écrits, il dit on a bien essayé de garder quelques arbres, des endroits évidemment qu'on ne creusait pas et tout, mais regarde, quand tu coupes tous les arbres autour puis tu en laisses 2, 3, les vents puis le froid ont prise là-dessus, ils ne survivent pas. Donc, il s'est bien rendu compte au bout des premières années que, regarde, il va falloir planter des arbres. Il va falloir recommencer à zéro. Donc, parce que c'est ça, on voit les plus anciennes photos. Les arbres, on voit que les arbres sont petits, puis que, regarde, on a tout de suite vu à planter des arbres. Ah ben oui, regarde, alors, regarde. Mais regarde, là, on a eu une préoccupation tout de suite, dès qu'on a eu à remblayer les trous pour les canalisations d'égouts, de planter des arbres, ce qui fait que, regardez, on est rendu à la fin des années 20 et c'est déjà vert, et que la ville aura... et tout ça. Donc, on oublie quand on voit ça, comme si la nature allait de soi, mais la nature, on l'a recréée et on l'a aidée et on l'a facilité, puis on a vu à ce que ça devienne complètement indissociable, nature, architecture, patrimoine de toute nature, et que derrière tout ça, ce cadre-là fasse un tout et fasse aujourd'hui qu'on peut considérer comme un patrimoine vivant, parce que c'est un patrimoine dans lequel les gens habitent et que aussi que les gens c'est maintenant, puis c'est plus à la compagnie maintenant, c'est à la responsabilité de la municipalité et des propriétaires de maisons de s'assurer que ce patrimoine-là se perpétue puis qu'il reste aussi beau. Puis qu'ils soient aussi fiers maintenant que les gens qui depuis 60, 80 ans, ont bâti cette fierté-là et ont voulu faire quelque chose qui soit complètement différent, qui soit adapté et ce à quoi on pourrait être fier 100 ans plus tard, puis qu'on puisse l'être encore fier de ces originalités-là dans 100 ans encore. Je pense que c'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Merci.